Il s'est passé quelque chose de surprenant dans l'atmosphère. Bonjour à tous, des astrophysiciens de Stockholm viennent de publier 2 études qui font beaucoup parler et franchement, même le Pentagone aux États-Unis va avoir du mal à qualifier ça de simple ballon météo. Alors on parle de quoi exactement? Une équipe de chercheurs dirigée par Beatriz Villarroel a passé au peigne fin des milliers de plaques photographiques astronomiques prises entre 1949 et 1957 en Californie. Bien sûr, là vous pouvez me demander, mais pourquoi cette période précise? Tout simplement parce qu'en 1957, les Russes ont lancé Sputnik, le premier satellite officiel. Avant ça, le ciel était censé être vierge de toute technologie humaine. Du moins, censé être. Dans leur étude, leur méthode est d'une simplicité brillante. Ils ont cherché ce qu'on appelle des transitoires, qui sont ces petits points lumineux qui apparaissent sur une photo puis disparaissent sur la suivante. Et pour être très clair, dans cette étude, pour éviter les défauts de numérisation, la poussière ou les rayures, ils n'ont retenu que les objets visibles au même endroit sur plusieurs scans de la même plaque. Voici les résultats. 5 cas ont passé tous les filtres. Ce sont des formations géométriques, 4 points alignés, 5 points en rang et même 6 dans certains cas. Bien, mais voici où ça devient vraiment troublant dans cette étude, c'est que l'un de ces cas-là observés, celui avec 5 points parfaitement alignés, date de, accrochez-vous bien, du 27 juillet 1952. Alors, cette date ne vous dit peut-être rien. C'est l'un des week-ends du fameux Washington UFO Flap, quand les contrôleurs aériens de l'aéroport principal de Washington et de la base de l'Air Force américaine voisine ont détecté sur leur radar des objets qui n'auraient pas dû être là. Des pilotes et des témoins au sol ont rapporté des lumières inhabituelles. Et bien sûr, je ne sors pas ça de mon chapeau. L'affaire a pris une telle ampleur que l'US Air Force a organisé une conférence de presse le 29 juillet pour calmer le jeu. Leur explication, c'était des phénomènes atmosphériques. Mais bien sûr, Villarroel et son équipe ne se sont pas arrêtés là. Ils ont analysé tous les transitoires, et pas seulement ceux qui apparaissent sur plusieurs scans. Et là, ils ont découvert quelque chose de statistiquement impossible à ignorer. Ces objets apparaissent beaucoup moins souvent dans l'ombre de la Terre. On parle d'une significativité statistique de 22 sigma. Et là, pour vous donner une idée très claire de ce que cela représente, si on prend la physique des particules par exemple, 5 sigma c'est déjà une découverte confirmée. Alors, 22 sigma, bon, c'est du béton armé niveau statistique. Bon, ok, mais qu'est-ce que ça signifie vraiment? Ces transitoires reflètent probablement la lumière du soleil, et ça écarte complètement l'hypothèse de défaut de caméra, qui eux n'auraient aucune raison d'éviter l'ombre terrestre. Et le deuxième papier qu'ils ont publié donc va encore plus loin. Ils ont cherché les corrélations entre tous les transitoires ainsi que 2 types d'événements. À savoir, est-ce qu'il y a une corrélation entre les rapports d'observation d'objets non identifiés, donc ce qu'ils ont analysé, et les tests nucléaires menés lors de cette même période. Ce qu'ils ont trouvé donne un peu froid dans le dos. Les transitoires étaient 45% plus susceptibles d'apparaître dans une fenêtre d'un jour autour d'un essai de bombe nucléaire. Alors oui, on peut dire que c'est du hasard, que les pellicules étaient abîmées par les radiations, mais encore une fois, pourquoi ces défauts disparaissent-ils dans l'ombre de la Terre? Les radiations ne se soucient pas de savoir si le soleil brille ou non. Bon, parlons franchement des explications possibles de ces phénomènes. Les chercheurs de cette étude eux-mêmes restent prudents, et je veux que nous le soyons aussi. Ça peut être beaucoup de choses. La chercheuse principale de cette étude dit elle-même que ces objets lui semblent hautement artificiels, avec ses connaissances limitées. Seuls des corps vraiment plats et réfléchissants, comme des miroirs, du verre ou des polymères, pourraient produire ces transitoires. Des corps ronds et rugueux créeraient des traînées et pas des points nets. Mais alors, qui les a mis là? C'est là que ça devient délicat. Lancer un satellite dans les années 50 sans que personne ne le remarque, c'est extrêmement improbable. Les lancements de fusées ne passent pas inaperçus, vous vous en doutez, et vous ne pouvez pas les faire depuis n'importe où d'ailleurs. Il faut des infrastructures massives et des fenêtres de tir bien précises. Alors, si ce n'étaient pas les Américains et probablement pas les Russes non plus avant Sputnik, que nous reste-t-il vraiment? Eh bien, justement, pas si vite, nous avons peut-être une explication. Contextualisons tout ça avec ce qui se passe en ce moment. Le Pentagone vient de publier son rapport annuel. Le bureau AARO, donc celui qui enquête sur les phénomènes aériens non identifiés, ou UFO pour les anglais, a traité 757 nouveaux cas entre mai 2023 et juin 2024. La grande majorité a été expliquée. Des ballons, des drones lancés par d'autres États, des oiseaux, des satellites non déclarés, etc. Mais à ce jour, 21 cas restent inexpliqués. Et devinez quoi? Le Congrès américain multiplie les audiences sur ce sujet-là.
Le mois dernier, en septembre, des vétérans de l'US Air Force ont témoigné avoir observé des objets triangulaires stationnaires au-dessus des bases militaires. Un représentant républicain a même montré une vidéo d'un drone MQ-9 Reaper qui frappe une orbe avec un missile Hellfire, donc au large du Yémen, en octobre 2024, il y a un an. Et l'objet a continué à voler après l'impact. Alors non, on ne parle pas de théorie du complot foireuse, je vous en parlerai pas sinon. On parle de vrais militaires qui témoignent aujourd'hui même devant le Congrès américain au risque de leur carrière sur ces phénomènes observés là, qui maintenant ressortent sur une étude. Le plus fascinant dans ces travaux de Villarroel, c'est qu'ils ouvrent une fenêtre temporelle unique. Aujourd'hui, le ciel est pollué par des milliers de satellites, des débris spatiaux, des avions, et j'en passe. Difficile de distinguer quoi que ce soit d'inhabituel. Mais entre 1949 et 1957, le ciel était vierge. C'est comme avoir accès à un laboratoire très contrôlé où chaque anomalie nous saute aux yeux. Et des anomalies, ils en ont trouvé. Alors, l'étude a aussi révélé quelque chose de méthodologiquement important en quelque sorte. Quand on examine les profils des images de ces transitoires-là, ils sont plus nets et plus ronds que les étoiles sur les mêmes plaques. Mais Villarroel et son équipe ont démontré que c'est exactement ce qu'on attendrait de flash optique durant moins d'une seconde sur des plaques à longue exposition, où les étoiles sont naturellement floues à cause des turbulences atmosphériques et des erreurs de suivi de télescope. Un flash très bref apparaîtrait plus net, c'est de la physique de base. Et là on s'arrête 2 secondes, ce qui rend cette recherche crédible, c'est qu'elle a été publiée dans des revues à comité de lecture sérieuses. C'est pas des amateurs, c'est des revues certifiées par la communauté scientifique. On ne parle pas d'un blog conspirationniste ou d'un documentaire Netflix financé par quelqu'un qui vend des livres. Non, ça a été publié dans des revues très sérieuses. On parle de Scientific Reports et de Monthly Notice of the Royal Astronomical Society. Au passage, je sais que beaucoup d'entre vous adorent mon accent anglais. Mais quoi qu'il en soit, ce sont des journaux où les pairs scientifiques examinent chaque virgule avant la publication. Donc c'est pas n'importe quoi, et les 3 papiers de Villarroel sur le sujet ont tous passé ce filtre rigoureux. Alors maintenant, la question à $1 million. Si ces objets étaient réels, artificiels, et pas fabriqués par nous ou les soviétiques, que reste-t-il comme explication ? Alors, Villarroel ne se prononce pas catégoriquement et dit que c'est ouvert à la spéculation. Mais elle souligne qu'il est très peu probable qu'une nation ait eu plusieurs satellites dans le ciel avant le programme Sputnik sans que personne ne le sache. Les alternatives naturelles sont difficiles à imaginer. Qui pourrait créer 5 points lumineux parfaitement alignés, réfléchissant le soleil, disparaissant dans l'ombre terrestre et corrélés avec des tests nucléaires ? Même la poussière a ses limites en termes de discipline géométrique. Mais parlons 2 minutes de cette corrélation avec les tests nucléaires. On sait maintenant que de multiples témoignages militaires à travers les décennies mentionnent des observations d'objets non identifiés près justement des sites nucléaires. Des bases de missiles, des installations de stockage, des sites d'essai. Ces corrélations étaient 45% plus élevées dans une fenêtre d'1 jour autour des tests. Et les défauts de plaques photographiques n'ont aucune raison de se synchroniser avec nos explosions atomiques. Le timing global est assez remarquable. Vous savez, les années 50 ont été la décennie dorée des observations d'objets non identifiés dans le ciel aux États-Unis. Bien sûr, il y a aussi eu une vague massive en 1954 en Europe. C'est justement pendant tout ce temps que les gouvernements développaient frénétiquement la technologie nucléaire. Bombes H, missiles balistiques, sous-marins nucléaires, etc. j'en passe. Alors, quand Villarroel trouve une corrélation statistiquement significative entre les transitoires photographiques avant l'ère spatiale et les essais nucléaires américains, soviétiques et même britanniques de cette même époque, ça ajoute une couche de crédibilité. Maintenant, mesdames, messieurs, soyons clairs sur ce que cette recherche ne dit pas, car j'en vois beaucoup d'entre vous venir et mal comprendre ou interpréter des choses que je n'ai pas dit. N'est-ce pas ? Cette étude ne dit pas que c'est des extraterrestres. Elle ne dit pas non plus qu'il y a une conspiration gouvernementale pour cacher la vérité. Ce qu'elle dit, c'est qu'il y a des données photographiques historiques dans l'histoire que nous avons préservées qui montrent des objets qui se comportent de manière cohérente avec des artefacts artificiels, qui réfléchissent la lumière donc, à une époque où nous n'avions pas de technologie pour les mettre là, et que ces observations sont corrélées avec des événements historiques documentés, à savoir les tests d'explosion nucléaire. Le reste est ouvert à interprétation scientifique, et c'est là que ça devient intéressant pour nous en 2025. Le Pentagone prend maintenant le sujet très au sérieux. Il développe de nouveaux systèmes de capteurs appelés les Gremlins, pour justement détecter et caractériser les phénomènes aériens non identifiés en temps réel.
Le Congrès américain pousse justement pour plus de transparence dans ce domaine-là. On l'a vu, des scientifiques respectés comme Virawell, Avi Loeb ainsi que d'autres sont en train de sortir de l'ombre et de dire publiquement, en tout cas de publier des études très sérieuses à ce sujet. Le stigma est en train de disparaître. Ce qui était tabou il y a plus de 10 ans devient un sujet de recherche très légitime. Alors, ma question pour vous, qu'est-ce que l'on fait maintenant de tout ça? Eh bien, c'est très simple, on attend d'autres études. Car oui, elles vont arriver. Virawell veut examiner les plaques photographiques originales, physiques, et pas juste les scans numériques, pour éliminer tout doute sur les artefacts de numérisation. Elle veut aussi étendre l'analyse à d'autres archives photographiques astronomiques. L'observatoire de Harvard a des milliers de plaques par exemple, le Royaume aussi en a des milliers. Si on trouve des patterns similaires ailleurs, ça renforce considérablement l'hypothèse. Et si on n'en trouve pas, eh bien ça pourrait suggérer quelque chose de spécifique aux États-Unis ou à cette période précise-là. Les deux scénarios sont scientifiquement intéressants. Apparemment, il y avait plus de choses là-haut que ce que les livres d'histoire nous ont dit. Est-ce que c'était des phénomènes naturels qu'on ne comprend pas encore ou des prototypes militaires ultra secrets que même les historiens de l'aviation ne connaissent pas? Ou alors, soyons fous, quelque chose de plus exotique? Et c'est ça la beauté de la science, c'est que on n'a pas besoin de deviner. On peut continuer à collecter des données, à raffiner nos systèmes d'analyse et à laisser les preuves en fait nous guider. C'est ce qu'on fait. Et si vous vous demandez pourquoi tout ça compte, pensez-y une seconde. Si ce sont des phénomènes naturels qu'on n'a jamais identifiés, c'est assez excitant, car ça signifie qu'il y a encore des mystères fondamentaux juste dans notre atmosphère et dans l'espace proche que nous ne comprenons pas malgré des décennies d'observations scientifiques. Donc, dans tous les cas, on gagne. On vit une époque fascinante où la frontière entre science-fiction et recherche scientifique devient de plus en plus floue. Et franchement, après avoir regardé toutes ces données, si vous pensez qu'on sait déjà tout sur ce qu'il y a à savoir, sur ce qui vole au-dessus de nos têtes, vous n'avez probablement pas assez fait attention aux détails qui comptent vraiment. Après avoir vu des chercheurs qui utilisent des outils d'analyse de pointe pour décortiquer des images donc vieilles de 70 ans, vous avez sans doute compris maintenant que l'IA et les algorithmes sont en train de révolutionner, rien que ça, notre capacité à trouver des patterns dans des montagnes de données historiques que nous ne pouvions pas analyser avant. Est-ce que vous ne vous dites pas que maîtriser ces technologies pourrait vous donner un avantage considérable dans votre domaine? De nouveaux cas d'application de l'IA émergent chaque jour. Et je pense que vous le voyez chaque jour sur la chaîne d'ailleurs, avec des nouvelles études qui sortent sur d'anciennes données jusqu'ici inexploitées et dans plein de domaines différents. Alors justement, j'ai quelque chose pour vous pour exploiter tout ce potentiel. J'aimerais vous dire que depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends l'IA sous tous ses aspects. C'est un parcours pensé pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement sur les modèles comme ChatGPT, Gemini de Google, Grok que l'on vient de voir, mais bien d'autres. Je vous montre surtout en fait la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets. Et ce, que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur ou même à la retraite, nous avons beaucoup de retraités dans la communauté. J'ai récemment sorti la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parlais, mais ça y est, elle est là, elle est en ligne. Donc un module entièrement dédié à l'automatisation par IA. Autrement dit, la création des agents IA, des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous. En somme, vous faire gagner des heures et des heures et des heures. Vous êtes déjà plus de 4500 personnes à avoir rejoint ce programme, donc nous approchons des 5000, merci pour le soutien. Et enfin, sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique, je vous prends par la main, et pas à pas avec des leçons vidéo claires, des cas pratiques concrets, on voit tout ce qui touche à l'IA. Dernier point mais pas des moindres, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur sans surcoût, accès illimité à vie à tout ce que je veux vous apprendre. Donc aujourd'hui c'est un paiement unique, ce n'est pas un paiement mensuel, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence et que je fais en ce moment même. Si cela vous intéresse, vous avez les liens en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. Dans tous les cas, moi je serai très heureux de vous accueillir dans le programme. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.